Ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de la Voix au chapitre, le dernier donc avant les grandes vacances. Je disais tout à l'heure à Yann Kefelec il y a 5 minutes que en fait c'était un heureux hasard puisqu'il y a en 2002 un autre auteur avait publié un dictionnaire amoureux de la mer. C'était Jean-François Degnaud et peut-être certains d'entre vous étaient là. C'est donc le deuxième dictionnaire amoureux de la mer paru chez Plon. Vous l'avez bien connu d'ailleurs, Jean-François Degnaud, puisque on se le disait à l'instant, il a créé donc l'association des écrivains de la mer. Bonsoir. Très heureux d'être parmi vous ce soir et très heureux d'y être un soir où une équipe sportive de basket de la région s'est distinguée à l'échelle nationale. Non, c'est très impressionnant, c'est vrai, je suis fier. On a reçu d'ailleurs Jean-François Degnaud et Patrick Poivre d'Arvor, deux gens que vous connaissez très bien. Alors Jean-François Degnaud, oui, je l'ai très bien connu. Jean-François, c'est lui qui a fondé le corps des écrivains de marine en 2003, qui réunit autour de lui un certain nombre de romanciers, d'auteurs connus pour leur passion pour la mer. Il y a Jean-Christophe Ruffin, Sylvain Tesson, Isabelle Autissier, Anne Kéméré. C'est moi qui ai fait entrer ces deux femmes, car ce club de marins avait tendance à se spécialiser uniquement dans le yin ou le yang, je ne sais plus ce qu'on dit. Et c'est extraordinaire, ce corps des écrivains de marine, parce que nous sommes autorisés. D'abord, nous sommes capitaines de frégate, tous, c'est pas mal. Et nous pouvons porter l'uniforme. Je déplore que ma mère ne soit plus de ce monde. Elle aurait été fière de me voir avec mes 5 galons panachés, que j'arbore toujours avec une certaine forme d'autodérision quand même, parce que je suis incapable de commander un cuirassé ou un sous-marin atomique. Mais vous pouvez y embarquer quand vous voulez. Mais voilà. Ce titre d'écrivain de marine nous donne accès à tous les bâtiments de la Royale. Nous pouvons aller nous y reposer autour du monde, méditer, écrire nos prochains livres, et certains auteurs ne se font pas faute de profiter largement de ces escapades maritimes. Alors, ce n'est pas le même dictionnaire amoureux de la mer, évidemment. Qu'est-ce qui le distingue, d'ailleurs, de celui de Jean-François Degnaud ? Alors, je ne sais pas ce qui le distingue de celui de Jean-François Degnaud. C'est plutôt au lecteur de me dire quelle est la différence entre ces deux textes. Le fait est que Jean-François a écrit son dictionnaire amoureux de la mer à la fin du XXe siècle, à une époque déjà où l'on prenait moins au sérieux ses ouvrages dictionnaires amoureux. Les auteurs estimaient que c'était l'occasion de recycler certains textes anciens, de les recoudre vaguement ensemble, et puis d'apporter ça à leurs éditeurs. Et la mer ne jouait pas non plus le même rôle, ni dans l'imaginaire collectif, ni sur le plan écologique, voire sur le plan mythologique. La mer, c'était le temps des vacances, et c'était le temps de la détente et des loisirs. Et c'est sous cet angle-là que Jean-François a traité son dictionnaire amoureux de la mer, avec énormément de talent, évidemment, car c'était un homme d'un immense talent. Alors, ce dictionnaire amoureux de la mer, où l'on croise des marins tels que Florence Artaud, Tabarly, Moitessier, Kersozon, des écrivains, Homère, Hergé, Henri Kefelec, bien sûr, Jack London. Et puis, à la première et à la dernière page, il y a aussi votre mère, on y reviendra tout à l'heure, qui se trouve sur l'île de Molène 2 jours avant votre naissance. C'est le premier chapitre. Et elle dit, et vous dites, « Mais bonté divine, qu'est-ce qui lui a pris à maman si près du but? Pourquoi revient-elle à Paris le surlendemain? Pourquoi me donner le jour chez les sœurs du 15e arrondissement? On n'était pas bien en Bretagne. » Et oui, vous êtes donc né à Paris. C'est terrible parce que j'ai écrit ça dans le secret de ma page blanche il y a quelques mois. Et je ne pensais pas avoir un jour à en parler devant tout le monde, ni que cela prendrait comme ça une telle dimension publique lors de la parution du livre. Donc maintenant, tout le monde sait que je suis né à Paris. J'ai essayé de le cacher pendant des années et des années. Pourtant, petit, vous disiez que vous étiez né à Brest. Hein. Petit, je disais que j'étais né à Brest. Mais alors aujourd'hui, je m'en sors en disant, j'aime bien cette image, elle est assez juste en fait. Je m'en sors en disant que ce n'est pas parce qu'on fait naître un homard dans une bergerie que ça en fait un mouton. Le propre des Bretons, c'est la migration, c'est l'errance, et on ne les prendrait pas au sérieux s'ils naissaient uniquement intramuros. On ne pourrait pas croire que ce sont les conquérants qu'ils ont été, ni les explorateurs qu'ils sont encore aujourd'hui. Donc il est absolument banal, finalement,
que la famille Kefelec ait été présente en Bretagne un certain jour et que 2 jours plus tard, eh bien, ma mère soit venue se délivrer de ce fils cadet dans la région, dans l'Île-de-France. Et quant à... je reviens sur votre première question, ce qui différencie ce dictionnaire amoureux du dictionnaire amoureux de la mer de Jean-François Degnaud et des autres dictionnaires amoureux en général, c'est que ce dictionnaire amoureux de la mer n'aime pas l'idée même des dictionnaires. Exactement. Ouais. Donc, moi, la première chose que je m'ingénie à faire lorsque je dois rendre un dictionnaire amoureux, j'en ai rendu 2, le dictionnaire amoureux de la Bretagne et le dictionnaire amoureux de la mer, la première chose que je tiens à faire, c'est à casser le principe du dictionnaire en écrivant un livre, voire une espèce de roman où rien n'est inventé. Ça a été le cas pour la Bretagne et c'est le cas aujourd'hui pour le dictionnaire amoureux de la mer. Et c'est dans un second temps, lorsque le livre est terminé, lorsque ce roman sans fiction est achevé, lorsque j'ai vraiment dit ce que j'avais sur le cœur, lorsque j'ai payé ma dette, j'estime avoir payé ma dette envers l'océan et envers ma mémoire de l'océan et envers les miens qui m'ont enseigné l'océan, c'est uniquement à ce moment-là que je fragmente le Queen Yaman en autant de lettres que l'abécédaire veut bien en contenir. Ah d'accord, vous ne cherchez pas les mots d'abord avant de les décliner, vous faites l'inverse. Ça m'est totalement égal, les mots. Moi, je raconte mon histoire, j'écris le livre d'une seule coulée, et d'ailleurs je tiens à cette coulée unique, y compris lorsque je fragmente le livre. C'est-à-dire qu'on passe d'une entrée à la suivante, sans interruption. Quelques points de suspension sont ménagés au beau milieu d'une phrase, ce qui crée, j'espère, une sensation de suspens dans l'esprit du lecteur qui enjambe la lettre suivante pour aller chercher la suite de la phrase précédente. Aber-Hildut, j'espère que je le prononce bien, c'est le bercail finistérien des Kefelec, dans le Finistère, oui. Comment s'y est éveillé votre amour pour l'univers marin? Et qui l'a éveillé d'ailleurs? Alors j'ai beau me moquer de moi en disant que je suis natif de l'Île-de-France, voire du 15e arrondissement, la clinique des Sœurs Sainte-Félicité. J'ai beau dire ça, je suis vraiment pétri d'une vraie enfance bretonne et de vraies sensations finistériennes. Et j'ai passé le plus clair de mon enfance à l'Aber-Hildut, ce village portuaire au nord-est de Brest. Ils sont 3 abers, l'Aber-Hildut, l'Aber-Benoît, l'Aber-Vrac. Alors, qu'est-ce qu'un aber? C'est une enclave fluvio-maritime, c'est une sorte d'estuaire miniature, humecté par une rivière, une longue rivière d'eau douce d'un côté, et mouillée 4 fois par jour par les marées lunisolaires de l'ouest. C'est dire si on a un plan d'eau comme ça où la faune et la flore sont d'une diversité et d'une spécificité remarquables. C'est une sorte de plan d'eau quasiment lacustre, toujours calme finalement, même si l'on aperçoit par-dessus les dunes un océan très foncé qui, lui, alors évidemment, est capable de se déchaîner suivant la météo. C'est extrêmement beau, c'est extrêmement paisible et puissant en même temps, avec une lumière qui ne cesse de bouger, de se réinventer seconde après seconde, au passage du vent et au passage de la marée, d'ailleurs, car la marée agit aussi sur la lumière, et je ne saurais trop vous conseiller d'y aller pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas encore cette région magique. Est-ce que ce sont vos parents ou des explorateurs, des figures qui ont nourri cet amour pour la mer? Je suis d'une famille bretonne et je suis d'une famille de marins. Mon père était romancier, mais c'était aussi quelqu'un qui avait beaucoup navigué sur les bateaux de pêche et qui était en contact permanent avec les gens de mer. Je suis aussi d'une famille de yachtmen, à une époque où il n'y avait pas tellement de plaisanciers du Tour du Monde en France. Donc je ne pouvais pas mieux naître, dans un sens, pour développer ma fibre maritime. Donc j'ai commencé à faire du bateau extrêmement jeune,
D'abord sur ce qu'on appelle les plattes dans les abers, c'est-à-dire des espèces de canaux bretons à fond plat sur lesquels on rame et on godille. Je partais en mer avec les pêcheurs. C'était une belle époque d'ailleurs parce que les adultes aimaient beaucoup les enfants sans la moindre ambiguïté, sans qu'il y ait évidemment l'ombre d'un soupçon de la part des parents qui laissaient partir leurs enfants en mer avec les pêcheurs de la région. Donc j'ai appris à faire du bateau au contact de ces gens qui parfois étaient des hommes, parfois des femmes. Il y avait des veuves de péri en mer aussi qui prenaient la mer, qui partaient, qui m'emmenaient. Donc tout cela a bercé mes premières expériences nautiques et ma première mémoire de la mer. Et les envies d'aller plus loin sur la mer, de faire le tour du monde, il y a un explorateur particulier qui vous inspirait ? Un enfant, dès son plus jeune âge, il y a suffisamment de fables de La Fontaine d'ailleurs sur cette question, dès son plus jeune âge, n'a qu'une envie, c'est d'aller voir plus loin, c'est d'aller se faire pendre ailleurs. Donc il ne se dit pas qu'il va faire le tour du monde, forcément, il se le dit plus tard, lorsqu'il a la connaissance des mots et de la rotondité terrestre. Mais je n'avais qu'une hâte, lorsque j'étais petit, c'est d'aller plus loin, c'est d'échapper aux limites qui m'étaient imposées par la discipline familiale. Donc je le faisais à pied, d'ailleurs je partais dans la campagne le plus loin possible. J'étais d'un tempérament vadrouilleur, et je le suis toujours d'ailleurs. Et pour ce qui était de la mer, je cherchais toujours à m'approcher le plus possible de l'horizon, qui pour un enfant est à portée de main, quoi. Il a l'impression qu'il peut attraper l'horizon et l'attirer à lui. C'est la raison pour laquelle, comme ça, il cherche à s'en approcher. Alors vous évoquiez au tout début du livre, je citais cette scène de votre maman en partance pour Molène, et vous dites que vous avez sur votre bureau une photo de votre maman sur ce bateau. Elle vous trouble, on le sent, cette photo de votre mère sur la mer. Une symbolique forte pour vous. Pourquoi vous la gardez près de vous ? Cette photo est très belle. C'est une photo argentique, noir et blanc. J'aime beaucoup le noir et blanc pour les photos comme ça, des plus lointains souvenirs, parce qu'on a l'impression que le noir et blanc sont les couleurs du destin. Ce ne sont pas les couleurs, sauf quand ce sont les couleurs du destin. Et c'est un destin océanique, parce qu'on voit ma mère on la voit dans le geste d'embarquer sur ce mouilleur de câbles qui s'appelle le Roi Gradelon. On est en 1949, ne me vieillissons pas. 1949, ma mère est enceinte, elle est forcément enceinte de moi en cette fin août 49, et le bateau sur lequel elle embarque, c'est le Roi Gradelon. Donc il y a à la fois la mer, la mienne, et la mer universelle, l'océan. Et il y a moi, quand même, au centre de cette image. Avec ce roi Gradelon qui symbolise énormément de choses pour les Bretons. Le roi Gradelon, c'est notre roi Marc, c'est le roi aux oreilles de cheval, c'est le roi de la ville d'Is, c'est le père de la vénéneuse demoiselle d'Ahu, princesse d'Ahu, celle par la faute de qui la ville d'Is fut submergée lorsqu'elle vola autour du cou de son père endormi la clé de la ville pour faire entrer son amant. Le roi désespéré, voyant que la ville allait être engloutie, est parti à cheval sur la baie de Douarnenez avec ses oreilles de cheval, se transformant en cheval à son tour, et a fait côte du côté de Sainte-Anne-la-Palue. La ville d'Is, c'est une légende, mais pour certains vieux pêcheurs, très très vieux pêcheurs, il semblerait que par marée phénoménale, des vestiges de cette cité engloutie émergent de la vase. À la fin des années 60, oui, vous pouvez. À la fin des années 60, votre mère disparaît. Vous avez 18-19 ans 18. J'ai 18-19 ans, c'est exactement ça. Et non, c'est ça, j'ai 18-19 ans. J'ai 18, je vais bientôt en avoir 19, mais je suis dans cette... Et vous n'avez qu'un rêve à ce moment-là, c'est de faire le tour du monde. Encore une fois, est-ce que cette envie de tour du monde, cette envie de mer, est liée à votre mère, justement, parce que c'est un moyen pour vous à ce moment-là, parce que c'est une douleur forte pour vous d'être encore avec elle par la pensée pendant ce tour du monde que vous voulez faire? C'est toujours un cliché d'associer la mer
à la mer. La mer MER, c'est donc la mer universelle, c'est mère nature par excellence. Ce qu'on appelle la planète Terre est en réalité une planète mère, MER. Et ma mère aussi, c'est ma mère universelle, c'est aussi mon eau, EAU, natale. Hein, donc je suis évidemment dans cette relation double avec la mer océanique et avec la maman. Donc je suis incapable de séparer ces deux notions lorsque je me sens attiré par l'océan. Donc ayant perdu ma mère, en effet, je me suis senti désintéressé je me suis désintéressé à peu près de tout, sauf de l'horizon. Et j'ai eu le sentiment, la sensation que c'était vers lui que je devais aller pour éventuellement reprendre contact au plus près avec ma mère disparue. Alors j'ai l'air de le dire avec des mots, de définir les choses. C'était pas si clair que ça dans ma tête, mais aujourd'hui, lorsque j'y repense, lorsque je me revois construisant ce bateau qui a tout de même une valeur de ventre hein, à mes yeux et dans ma vie, je me dis que évidemment c'était pour échapper à ce deuil en me rapprochant le plus possible de cet élément amniotique universel, l'océan. À quel point ce voyage que vous entrepreniez était planifié ? Ah non, moi je ne planifiais. J'ai toujours, petit, je voulais déjà, encore une fois, partir loin. Et c'est vrai que ça s'est cristallisé dans ma pensée. Le jour où ma mère est partie, rien ne me semblait, ne me retenait finalement sur le continent. Donc à ce moment-là, j'ai construit ma vie autour de ce projet, partir autour du monde en voilier et devenir un écrivain du tour du monde. Je voulais vraiment donner du sens à ce voyage. Ce n'était pas simplement un voyage, ce n'était pas une quête initiatique pour moi. En tout cas, je ne le percevais pas comme ça. C'était véritablement ma vie. J'avais vraiment l'impression que ma vie, ça allait consister à aller de par le monde océanique, et à en soutirer les plus belles histoires qui se puissent écrire. Je me voyais très bien envoyer mes manuscrits aux éditeurs comme ça, du bout du monde, et recevoir en échange des sacs postaux dignes des frères Dalton, remplis d'argent en petites coupures graisseuses. Ça me paraissait un projet tout à fait viable et fiable. Seulement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Ça s'est arrêté au golfe de Gascogne, quasiment. D'abord. C'est magnifique, finalement. Quand on se confronte directement à la mer, très vite, le destin vous rattrape et fait de vous ce que vous devez devenir. Ça, c'est extrêmement clair. On ne se frotte pas à l'océan sans se frotter à sa vérité. Et cette vérité, on ne peut pas y échapper, en tout cas pas longtemps. Donc j'étais en effet parti pour faire mon tour du monde. J'avais plus ou moins terminé mon voilier. J'étais dans un état mes finances étaient dans un état de délabrement catastrophique, mais tout de même, je pouvais hisser les voiles et m'en aller, ce que j'étais en train de faire. À bord de ce bateau, il y avait mon meilleur ami, qu'il est toujours d'ailleurs, un Cévenol, complètement ignare du côté des choses de la mer et de la navigation, mais toujours à l'aise, partout où il était, très à l'aise sur ce bateau, n'ayant jamais froid, parfaitement capable de prendre le quart et de tenir un cap sans savoir ce que cela signifiait. Il y avait aussi un milliardaire, un mécène, censé mettre la main au portefeuille pour payer ce grand voyage qu'il voulait, qui devait nous amener dans le golfe de Guinée. Un soir, le bateau tombe en panne, en panne de moteur, du côté de la pointe du Cap Finistère. Je dois faire demi-tour et c'est en entrant au port de Le Palais à Belle-Île-en-Mer, ce qui est assez piteux, parce que j'étais parti trois jours plus tôt de l'île de Groix, qui se trouve à 20 000 à l'est de Belle-Île. C'est dire si ce tour du monde s'est interrompu rapidement en termes géographiques. Tour de Bretagne, quoi. Donc j'entre dans ce port de Le Palais avec un voilier
qui ne peut pas manœuvrer au moteur. Je manœuvre à la voile, je défonce un certain nombre de bateaux au mouillage, j'amarre mon beau navire à quai, ou plutôt il est arrêté par le quai. Fort heureusement, il est en acier. Je l'amarre, et au moment où je l'amarre, sous une pluie battante, avec des bourrasques et avec des vagues qui passent par-dessus la jetée du quai Louis Bourdelle, c'est à ce moment-là que mon destin me dit « Toi, chérie, tu as une gueule d'écrivain ». Et c'est la vérité. Elle parlait vraiment comme ça. Et c'est la vérité. Donc le destin, il est incarné par un grand éditeur que je ne connais pas, Françoise Verny, qui a la haute main sur les éditions Grasset. Je ne sais pas ce qu'elle fait sur ce quai. Je ne sais pas pourquoi elle me dit que j'ai une gueule d'écrivain. Je ne sais pas ce que ça veut dire avoir une gueule d'écrivain. Et je n'ai certainement pas une gueule d'écrivain à ce moment-là où je suis totalement barbu, hirsute, désespéré. Et j'ai coutume de dire que si elle avait rencontré un lampadaire en liberté à ce moment-là, elle lui aurait dit « Toi, chérie, tu as une gueule d'écrivain. » Parce qu'elle appelait tout le monde chérie. D'accord. Et donc c'est elle qui a édité votre premier livre. Vous écrivez d'ailleurs aujourd'hui quand même que ce voyage avorté, c'est un grand rêve brisé dans l'œuf qui continue d'habiter vos nuits blanches. C'est à ce point ? Oui, parce que peu après, j'ai dû débarquer de mon bateau et je ne l'ai pas fait de gaieté de cœur. Et je résume les choses, mais tout de même, je vois bien que de navigateur que j'étais, je suis devenu romancier. Il y a tout de même un déchirement dans cette histoire-là. J'ai déchiré un projet pour en adopter un autre qui me satisfait pleinement, sauf que j'ai toujours envie de faire le tour du monde en voilier. C'est un déchirement, mais pas renoncement. Ah non, ce n'est pas un renoncement, pas du tout. Hein. Ça s'est même aggravé depuis. C'est vrai ? Oui, bien sûr. Je suis sûr que ma vérité m'attend sur la mer. Et un jour ou l'autre, je prendrai la mer, j'armerai un voilier, je partirai. Et je continuerai d'envoyer des manuscrits aux éditeurs du bout du monde. Et j'espère qu'ils m'enverront des sacs postaux remplis. Vous pensez vraiment qu'il y a un bateau qui vous attend un jour quelque part et qui vous emmènera loin ? Mais tous les jours. Tous les jours. Pas ici, en tout cas, ça c'est sûr. C'est d'ailleurs assez terrible parce que je n'ai que des copains navigateurs, grands navigateurs pour beaucoup d'entre eux. Ils ont tous des bateaux magnifiques, ils sont sans cesse en train de me proposer des voyages absolument extraordinaires ou de participer à des courses. Et comme je suis en train de terminer un roman ou d'entamer un nouveau roman, enfin d'honorer les contrats que j'ai pu signer avec des éditeurs, je ne navigue pas autant que je le souhaiterais, mais encore une fois, je suis fermement décidé à mettre fin à cette situation. Mais rien ne vous a empêché de le faire depuis, ni personne d'ailleurs, depuis tant d'années. C'est-à-dire, vous avez peur ou non ? Comment ? C'est parce que vous voulez écrire ? Vous préférez écrire que naviguer ? Vous pouvez pas faire les deux en même temps ? On ne peut pas dire ça. On peut pas. Il n'y a aucune préférence de ma part. Quand on est sur un bateau, on est comblé, on est emporté, on n'est plus personne, on est émerveillé. Mais on peut ne pas écrire sur un bateau. Mais lorsqu'on écrit, c'est exactement la même chose. Il y a un moment où ce sont deux océans presque concurrents, la mer et la page blanche. Quand on est emporté dans sa page blanche, dans une histoire, dans son écriture, il est certain qu'il est extrêmement difficile de s'y arracher, surtout lorsque l'éditeur vous mêle 10 fois par jour que vous êtes en retard de plusieurs mois sur le contrat que vous avez signé. On peut sans doute pas très bien écrire en mer. On doit être tellement imprégné de l'élément. Alors, ce qui me désole un peu, c'est que certains auteurs ont réussi à être à la fois écrivain et marin. Ouais. Henri de Montfred a écrit toute son œuvre sur les mers. Maupassant a écrit sur les mers. D'autres encore. Hemingway a beaucoup écrit en mer aussi. Visiblement, il arrivait à se concentrer. Mais d'autres comme moi ont constaté que la présence de l'océan est tellement forte, parce que c'est vraiment une présence. Le charisme de la mer est si puissant que le projet même d'un roman qui n'est pas encore écrit s'efface immédiatement. Donc j'ai beaucoup de mal à écrire sur... Je n'ai jamais réussi même à écrire un article en pleine mer. À ce point-là, d'accord.
Est-ce que vous diriez que Un journal de bord, j'ai bien tenu mon journal de bord, en revanche. Vous diriez que vous êtes en état de manque permanent de la mer? Ça n'est pas plus intéressant que ça, mais c'est vrai, je suis en état de manque permanent. J'adore respirer la mer. J'ai toujours l'impression qu'elle est là, qu'elle est autour de moi. Je suis pétri de sensations nautiques, maritimes, et je me sens constamment un marin débarqué. Est-ce que les mots vous ont comblé de ce point de vue-là, dans cette dimension maritime que vous n'avez pas encore vécue, puisque vous en êtes toujours un projet? Les mots, si merveilleux soient-ils, ne sont que des mots et ne peuvent pas remplacer la mer, mais le but, ils n'ont pas à le faire d'ailleurs. Ce n'est pas leur rôle, et lorsque les écrivains ont voulu remplacer la mer par des mots et par de la parole et par de la phrase, régulièrement, ils ont échoué. Les mots l'écriture est une aventure absolument... Ça n'a pas de nom, tellement c'est exaltant, tellement c'est riche pour l'esprit et pour l'émotion et pour le partage avec autrui. C'est absolument prodigieux d'imaginer que parce qu'on écrit des livres, on se retrouve en présence de gens silencieux qui vous écoutent comme si vous apportiez vraiment la bonne parole. Ça, c'est une planche de salut, c'est un terrain d'entente absolument inouï, l'écriture. Donc, encore une fois, la mer n'est absolument pas en rivalité avec la page blanche, mais j'attends que sans être en rivalité avec elle, elles viennent se compléter mutuellement. C'est l'envie quelque part de rompre aussi avec le monde civilisé qui vous attire dans ce tour du monde, ou cette envie de départ? C'est pas l'envie de rompre avec le monde civilisé, mais il est sûr que le monde civilisé est de moins en moins civilisé aujourd'hui, et l'idée de prendre ses distances avec son époque est très forte et très présente chez moi aussi. Il ne s'agit pas de prendre ces distances dans un esprit de rupture et de manière érémitique, en considérant comme ça que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue telle qu'elle devient aujourd'hui, mais au contraire d'affiner son sens critique et son amour de la vie en s'éloignant de ce qu'elle est. Et c'est certainement en accusant le trait par la distance et par la solitude qu'on est d'autant plus heureux ensuite de reprendre contact avec son semblable. Lorsqu'on part sur la mer aussi, même si on rompt avec une certaine forme de civilisation, on va vers d'autres civilisations. Moi, j'ai aussi envie, en prenant la mer, d'aller vers les insulaires, d'aller vers des peuples que je ne connais pas, qui vivent dans une simplicité qui est au moins aussi belle et aussi passionnante que notre vie apparemment très évoluée et quelquefois extrêmement pauvre en comparaison de ce qu'ils vivent, eux, avec beaucoup moins de moyens, beaucoup moins de stress, beaucoup moins d'angoisse, dans des paysages absolument magnifiques et bien préservés. Je fais une parenthèse, mais on a tous dans la salle cet objet, sauf vous. C'est une façon de rompre avec le monde civilisé? Non, c'est... comment dire si. J'ai une espèce de petit portable en ce moment, minuscule portable, que j'ai acheté pour 10 € à la poste, uniquement pour téléphoner. Et parce que je suis en période de promotion, c'est absolument affreux, donc je me déplace beaucoup. Et pour rester en contact avec les miens, de temps en temps, je leur passe un coup de fil et je peux en recevoir, ou mon éditeur m'appelait. Mais je n'ai absolument plus la culture du portable. Ça, c'est terminé et je n'en aurai plus. Et je suis assez navré, c'est vrai, lorsque dans les transports publics, je vois tous mes contemporains, mais alors les yeux rivés sur cet écran, comme si là était la vérité, et non pas dans le regard comme ça des autres qu'ils croisent, hein, ou dans le regard de la vie. Même chose, je suis atterré lorsque je vois, je sais pas, dans les concerts, ces gens qui ne cessent de photographier ou le spectacle ou le concert plutôt que de le vivre de manière totalement désintéressée. Alors je ne veux pas avoir l'air du vieux schnock qui dit que les portables c'est mal, parce qu'il y a une magnifique histoire que je vais vous raconter et que vous connaissez d'ailleurs très bien, liée à la mer et liée au portable. C'est lorsque Florence Artaud, qui passe au large du Cap Corse, en solitaire, à bord d'un voilier, tombe à la mer. Elle rétablit ce que mon père appelait pudiquement son équilibre hydrostatique lorsqu'elle tombe à la mer. Et là, elle voit son bateau s'éloigner dans la nuit, sous les étoiles.
Elle est dans la situation d'Éric Tabarly, qui connut exactement cette sensation-là. Et lorsqu'on a cette sensation, généralement, ça veut dire que c'est vraiment fichu et qu'on n'a aucune chance, mais alors pas l'ombre d'une, de s'en sortir. Et en même temps que son bateau s'éloigne sous les étoiles, elle entend son chat miauler, hein, son chat qui appelle au secours, alors qu'elle aussi appelle au secours à sa manière. Elle commence à nager, à barboter. On ne peut pas s'empêcher de barboter, même lorsqu'on va se noyer. Elle déplore le fait d'avoir de petites bottines roses aux pieds qu'elle a achetées quelques jours plus tôt sur le port d'Ajaccio. Elle est très coquette. Elle se dit, dans quelques instants, je vais devoir enlever mes bottines et les sacrifier pour continuer à barboter, ce qu'elle fait. Et elle commence à se déshabiller des pieds à la tête pour s'alléger, jusqu'au moment où elle arrive à sa veste de quart. Et c'est en enlevant sa veste de quart qu'elle a la sensation d'un objet dur sous la main. C'est son téléphone portable. Donc son téléphone portable, normalement, elle m'a raconté l'histoire. J'ai adoré quand elle m'a raconté cette histoire. Elle ne l'a jamais avec elle. Il est toujours dans ce qu'on appelle une équipée à l'intérieur du bateau. C'est une petite étagère où l'on range les choses à l'abri de l'humidité. Donc elle ne l'a jamais avec elle, sauf que cette fois-là, elle l'a. C'est un portable neuf qui est étanche. Elle l'a acheté comme ses bottes quelques jours plus tôt. Et il est étanche, mais elle n'a pas le code PUNC. Je ne sais pas si on dit le code PUNC. Je ne sais pas comment on dit. Code PIN. PIN. Elle n'a pas le code PUNC. Désolé, ça fait longtemps que... Mais elle se dit, il n'est pas programmé mon portable. Donc en tapant 4-0, ça va marcher. Elle appuie sur les derniers numéros qu'elle a fait. Elle tombe sur des répondeurs téléphoniques assez frivoles, sur des messages téléphoniques assez frivoles, comme ils le sont souvent, de ses copines, qui ne sont pas là parce qu'il est trop tard, mais qui annoncent qu'elles vont rappeler sans tarder, ou quand elles rentreront. Et finalement, elle parvient à entrer en contact avec sa mère. Elle dit à sa mère, directement, sa mère qui théoriquement porte des boules qui est, a des insomnies, et voilà, ne décroche jamais après 9h du soir, sauf que là, elle décroche, et qu'elle a sa fille, et qu'elle entend sa fille lui dire « Maman, je suis tombée à l'eau ». Réponse de la mère, qui est une femme de navigatrice et d'un grand éditeur, et la mère d'une navigatrice. Réponse de la mère, « Quelle est ta position ?» Franchement, chapeau la maman, hein. Au lieu de s'affoler et de commencer à pleurer toutes les larmes de son corps. C'est ainsi qu'elle peut entrer en communication avec son frère, qui a toutes les peines du monde à alerter des secours, parce que les secours dorment, et qu'on ne peut pas le croire, mais les urgences dorment aussi, et refusent de se déplacer, même pour Florence Artaud, estimant que c'est trop vague pour la repérer. Et finalement, son frère quand même peut lui annoncer, après que le téléphone n'ait plus eu aucun réseau, et il a quand même remarché, après avoir annoncé qu'il n'avait plus aucun réseau, finalement, un hélicoptère de la sécurité civile arrive sur les lieux. À ce moment-là, Florence est en train de sombrer, l'eau lui entre dans les narines et elle trouve ça extrêmement agréable. Elle est en train de mourir, tout simplement. Et après avoir eu une peur panique de mourir, après s'être juré que non, elle ne mourrait pas, elle accepte la mort et elle est en train de couler avec sa petite lampe frontale de mineur sur le front. Et c'est grâce à cette lampe frontale qu'un des pilotes d'hélicoptère la repère et la chope comme ça d'une main puissante au bas d'une échelle de corde. Franchement, l'image est saisissante. Et la sort de l'eau, hein, pantelante, et la remonte et la hisse à bord de l'hélicoptère. Alors, et elle lâche son portable, me dit-elle, elle lâche son portable dans l'eau au moment où elle remonte dans l'hélicoptère. Donc, si ça n'est pas un miracle, franchement... C'est bien quand c'est raconté par un écrivain en plus, je trouve que c'est formidable. Non, mais le plus extraordinaire, c'est que le lendemain matin, elle a plus ou moins récupéré et elle se trouve un bateau pour la ramener sur son propre bateau qui est en train de dériver à travers la Méditerranée. Et alors, elle parvint à convaincre les sauveteurs, comme ça, les pêcheurs, de la ramener à bord en leur disant « Mais vous vous rendez compte, non seulement mon bateau est un danger pour la navigation, mais j'ai mon petit chat qui m'attend à bord. »
Et effectivement, le bateau s'approche, et la première chose qu'on entend en s'approchant du voilier à la dérive, c'est ce petit chat qui miaule et qui continue d'appeler Florence et qui est sûr qu'elle va revenir, et elle est là. Quelle histoire! Vous avez cité Florence Artaud, vous citez aussi bien sûr Tabarly, à qui vous consacrez de belles pages, et vous avez connu Tabarly, vous avez navigué à ses côtés. Oui, alors ce sont des histoires terribles, ces histoires de mer, parce que vous savez dans quelles conditions Florence Artaud a finalement perdu la vie d'une manière absolument grotesque, absurde et totalement injuste. De la même manière, Tabarly s'est noyé en tombant à l'eau, lui l'inventeur de la phrase une main pour l'homme, une main pour l'eau, et inventeur aussi de la phrase « un homme qui tombe à l'eau n'a pas sa place sur un voilier ». Bon, malgré ça, il est tombé à l'eau. Il portait les bottes de sa fille ce soir-là. Il avait donc les orteils recroquevillés dans les bottes, et c'est peut-être ça qui lui a fait perdre l'équilibre. Mais lui n'a pas eu la même chance que Florence, et il est mort en voyant son bateau disparaître à l'horizon. C'est la plus terrible des morts pour un marin. Bien des gens me disent mais vous vous rendez compte, c'est magnifique, il est mort comme il a vécu. Mais c'est affreux de mourir comme on a vécu. Hein, à un moment où on commence à se réconcilier avec une vie à terre, une vie plus calme, il y a droit aussi à ce calme et à ces vieux jours auprès des siens. Eh bien non, effectivement, d'une façon infiniment romantique et atroce, il meurt en pleine mer. Vous dites pourquoi certains absents sont-ils aussi présents, et c'est vrai que la mémoire de Tabarly est toujours présente chez les grands marins d'aujourd'hui d'ailleurs. Mais nous sommes tous les enfants spirituels d'Éric Tabarly, parce que si l'écologie est un problème aussi aigu aujourd'hui, c'est aussi c'est lui qui nous a montré la voie sur tellement de... Si les marins français sont aussi bons et aussi excellents autour du monde face aux étrangers, c'est parce que Tabarly leur a montré la voie. C'est lui qui a révélé la mer, aux Français qui étaient jusque-là pour eux, phrase de Tabarly, ce qu'ils ont dans le dos lorsqu'ils sont à la plage. Et bien le regard a totalement changé. Vraiment aujourd'hui, nos compatriotes, comme disent les hommes politiques, ont une vraie passion, une vraie tendresse pour la mer, et ont à cœur de vouloir la sauver, car ils ont bien compris que sauver la mer, évidemment, c'est sauver l'homme, que la mer n'offre aucun intérêt si l'homme n'y est pas. Alors la mer, elle est menacée aujourd'hui par la pollution, et cette inquiétude occupe d'ailleurs une bonne part de votre livre. Vous citez Catherine Chabot notamment, qui vous en parle souvent. Est-ce que vous faites partie, comme les climatologues qu'on a pu recevoir ici, ou des gens qui sont préoccupés par ce phénomène et qui sont touchés par ce phénomène du réchauffement climatique, est-ce que vous faites partie des optimistes, ou est-ce que vous dites c'est déjà trop tard? Ah non. D'abord, je ne suis pas un expert. Ensuite, je ne suis pas un climatologue. Et enfin, je m'appuie sur des discours extrêmement construits de Catherine Chabot, d'Isabelle Autissier, de Karine Clairaut, de grands navigateurs comme Loïc Perron ou Thomas Coville d'ailleurs, ou Thomas Coville, pour avoir une opinion et pour donner ma propre opinion sur cette question qui est extrêmement grave et qui ne permet pas de dire n'importe quoi. Quant à savoir si je suis un optimiste, je suis un optimiste forcené. Quand on vient au monde, on sait bien qu'on arrive dans un monde qui nous promet de la souffrance, des larmes et une disparition à plus ou moins brève échéance. Donc, et malgré tout, il faut y aller, il faut aimer la vie, et j'aime la vie par-dessus tout. Donc, je suis absolument certain que l'on peut sauver la mer. Et si j'en suis certain, c'est pas en toute naïveté, c'est pas l'optimisme béat qui me fait parler. C'est parce que tous ces grands experts que j'ai pu rencontrer et auxquels j'ai posé la question que vous posez en ce moment m'ont répondu oui, on peut sauver la mer. Alors il y a quelque chose d'absolument ahurissant avec la mer, qui défie d'ailleurs les scientifiques aujourd'hui. Il ne faut pas s'en régaler, mais c'est tout de même absolument extraordinaire. C'est la capacité de résilience de l'océan.
Il y a autour du monde actuellement ce qu'on appelle des zones mortes. Alors les zones mortes, elles sont immenses. Ce sont des zones où la chaîne alimentaire s'est interrompue. Il n'y a plus ni faune ni flore. Il n'y a plus ni faune ni flore par notre faute à nous. Alors oublions ce mot de faute qui est terriblement chrétien, mais en tout cas c'est le comportement humain qui est responsable de la mort de ces différents coins. Mais on constate que si l'on réinjecte de la nature et si l'on s'interdit de continuer à polluer ces endroits, la vie revient petit à petit. Et non seulement elle revient, mais elle revient quelquefois plus forte que jamais. Ça peut donner confiance. Il n'empêche, une fois qu'on se réjouit de cette capacité de résilience de la mer, il n'empêche qu'il y a des pays qui ne sont absolument pas au même niveau de conscience que les Français. Et là, je dis les Français exprès, parce que pour une fois, ils sont très bons et très alertés sur cette question-là. Il y a des pays entiers qui n'en ont rien à fiche de la pollution, qui continuent de polluer à tire-larigot. Il est sûr que le plastique, c'est une monstruosité pour la planète. Rien ne tombe sur le sol qui n'aille tôt ou tard à la mer. Et si l'on regarde un peu autour de soi, dans sa vie quotidienne, à chaque instant, on est cerné par les objets en plastique. Et l'on ne sait pas comment faire pour s'en passer. Eh bien, pourtant, il va falloir s'en passer. Mais Catherine Chabot est très optimiste dans le livre, quand même. Catherine Chabot est très optimiste, et il faut être optimiste. Il faut être optimiste parce que c'est comme ça qu'on se retrousse les manches, c'est comme ça que petit à petit une action s'enclenche, et c'est en procédant pas à pas que l'on finira par rendre à la mer une certaine forme de santé. De toute manière, elle ne redeviendra jamais ce qu'elle était, par exemple, au XVIe siècle. Jamais. Et d'ailleurs, il ne faut même pas le souhaiter, parce que les poissons se sont accoutumés à une certaine forme de pollution. Et si la mer recouvrait la santé du jour au lendemain, toute la faune océanique, du plus petit zooplancton à la plus importante des baleines, à la plus volumineuse des baleines, s'éteindrait immédiatement. Sans transition, je vais revenir à l'écriture et vous demander, finalement, vous êtes mis à l'écriture pour faire plaisir, je ne sais pas si c'est forcément le mot, pour charmer peut-être votre père ou votre mère. Je voulais dire aussi à propos de la mer, c'est que ce dictionnaire amoureux de la mer, ça n'est pas un dictionnaire amoureux de l'écologie. Hein. C'est aussi la mer dans sa jubilation. Hein. C'est la mer et sa beauté, c'est la mer et son histoire, c'est la mer et les grands marins, c'est la mer et sa littérature. La mer et les femmes, la mer et la peinture et la musique. Enfin, la mer, elle est présente à tous les niveaux de l'émotion humaine et elle participe à notre existence, même lorsqu'elle n'est pas là. Donc c'est aussi cette extraordinaire puissance de la mer à laquelle j'ai voulu rendre hommage dans ces pages. Vous dites c'est un mot parfait d'ailleurs, pourquoi ? Je dis c'est un mot parfait, d'abord parce que ça me fait plaisir de le dire et de le faire dire aux autres. Ensuite, parce que je ne connais pas un mot plus court pour dire ce qu'il y a de plus grand. Et c'est en français, là pour une fois, vive le français, hein, pas pour une fois d'ailleurs, souvent vive le français, mais the sea en anglais, c'est pas très joli. La marée, en italien, ça barbote un peu. La mare, c'est... La mer, ça ouvre tous les horizons d'un seul coup, et on a beau répéter le mot, mystérieusement, ce mot ne s'use pas dans le tympan, on peut continuer à le répéter. Essayez, moi j'ai essayé de mon côté, et je n'ai pas réussi à me lasser de cette sonorité de la mer. C'est encore plus beau que le mot amour. On répète amour indéfiniment, on en a ras-le-bol. Mais mer, non. Non, visiblement. J'ai dit indéfiniment. Donc l'écriture, alors. Votre père, votre mère, qui vouliez-vous charmer ? L'écriture, c'était comme la mer chez nous.
L'écriture, c'était une respiration quotidienne, c'était comme la musique. Ça, c'est aussi, voilà, j'ai eu la chance de naître dans un milieu familial où la notion de beau, c'était l'essentiel. On se fichait de l'argent chez nous, on se fichait de beaucoup de choses. Mon père n'avait pas de voiture, la marche, et même il disait la marche à pied pour insister, c'était la meilleure locomotion pour les humains. Et ce qui comptait, c'était la beauté des choses, la beauté des instants, la beauté des paysages, la beauté de la mer, la beauté des mots, la beauté des poésies, la beauté des tableaux, la beauté des artistes. Donc j'ai été porté vers cette conception de la vie extrêmement jeune. Et mon père étant l'enchanteur de cet univers, puisqu'il était écrivain, un grand écrivain d'après moi, grand poète aussi, extraordinaire musicien, il improvisait au piano de manière absolument géniale, mais il ne voulait pas qu'on l'entende, donc on se cachait dans l'appartement pour l'écouter. Il croyait que la maison était vide. Donc mon père était cet enchanteur, et tous les soirs, il lisait à ma mère les pages qu'il avait écrites dans la journée. Et cet homme qui était grand, qui mesurait 1,85 m, qui avait les yeux d'un bleu outrecuidant, que je trouvais extrêmement beau, cet homme se faisait tout petit sur son fauteuil imitation Voltaire, face à ma mère, très droite, jambes croisées, assise sur une chaise, fumant une demi-gauloise, la main rejetée en arrière, toujours des demi-gauloises, parce que son mari lui avait interdit de fumer des cigarettes entières, et les yeux perdus dans le vague, pour que mon père n'ait pas l'occasion de lire dans son attitude si oui ou non elle appréciait ce qu'il était en train de lui lire à voix haute. Moi, j'étais planqué derrière la porte vitrée de la salle à manger et j'assistais à cette scène d'une intimité folle où je voyais finalement deux amoureux. Ma mère, mais rayonnant comme elle ne rayonnait qu'à ce moment-là, et mon père, tremblant d'émotion devant cette épouse qui allait lui dire si oui ou non ce qu'il avait écrit méritait d'être communiqué à l'éditeur. Et lorsqu'il avait fini de lire, il y avait un petit temps de silence. Et ce petit temps de silence, je pense, angoissait mon père au dernier degré. Et j'entendais sa voix dire, cette voix terrible, extrêmement autoritaire, dont j'avais peur, je l'entendais dire de manière penaude à ma mère, « Je sens que tu n'as pas aimé ». Et ce « je sens que tu n'as pas aimé », c'était horrible pour moi d'entendre ça. J'avais envie d'aller consoler mon père, de lui dire « Mais si, tu vas voir, papa, mais si, elle a aimé ». Et alors, ma mère avait aimé ou pas aimé. Mais comme elle était femme d'écrivain, qu'elle sait que les auteurs sont extraordinairement fragiles devant leurs écritures, lorsqu'elle n'avait pas aimé, elle avait une manière tellement douce, tellement belle, tellement délicate pour lui dire les choses que finalement, il l'acceptait. Mais il disait aussi, en fait, tu n'as pas aimé. Lorsqu'elle avait aimé, il n'y avait pas un plus beau sourire que celui de ma mère à ce moment-là. Était-elle aussi... Donc j'ai voulu qu'elle sourie aussi pour moi de cette manière-là. C'est ce que je vais vous demander. Pardon, j'avais oublié le début de la question. Non, c'est ça. Était-elle aussi impassible quand non, vous lui lisiez vos... S'il suffit de tourmenter une feuille de papier pour qu'une femme soit aussi belle, je vais écrire pour ma mère. Donc j'ai commencé pour elle, à l'âge de 8 ans, à écrire des poèmes. Et en effet, son visage s'est illuminé. Et celui de votre père ? Non, mais j'écrivais des mièvreries. Mais alors, je prenais soin de dédier à ma mère tout ce que j'écrivais, à maman. Comme ça, j'étais sûr qu'elle s'attendrait. Et elle s'attendrissait. Plus tard, votre père, quand il lisait vos écrits, en présence de votre mère, était beaucoup moins tendre. Parfois, il disait qui a écrit ce torchon. Moi, j'ai trouvé ça formidable. Mon père était jaloux d'un petit garçon de 8 ans, 9 ans, 10 ans, qui écrivait des poèmes pour sa maman.
Ah oui. Il n'en revenait pas, parce qu'il avait un concurrent à la maison, il y avait un deuxième écrivain à la maison. Et en plus, ma mère tapait à la machine ce que j'écrivais pour me faire plaisir, pour que j'ai l'impression, le plaisir de la chose imprimée. Et elle tapait à la machine, et cette machine voilà, c'était la même machine dont elle se servait parfois pour taper les textes de mon père. Donc tout cela faisait de moi un concurrent sérieux. Et ouais, non, il n'a pas apprécié du tout que j'écrive. Surtout qu'avec votre père, c'était compliqué. Ça vous était un peu. Non, c'était pas compliqué. Moi, j'étais enfin, c'était pas compliqué. Moi, j'étais pour lui, j'étais en admiration devant cet homme. Je le trouvais. Quand il passait, je respirais, je trouvais qu'il sentait bon, tout ce qu'il disait était intelligent. J'essayais d'effleurer son bras pour savoir à quoi ressemblait le contact de sa peau. Enfin, j'étais de manière filiale totalement amoureux de mon père, d'autant plus que lui ne s'intéressait absolument pas à moi. Pour lui, il y avait un être important, c'était ma mère, et c'était son fils aîné, mon grand frère. Et voilà, les choses auraient pu en rester là. Donc moi, je suis un enfant de la méthode Régimbaud, de la méthode Ogino, pardon, de la méthode Régimbaud. Mais Régimbaud aussi. C'est la lecture. Pardon, maman. Et lorsque je suis arrivé, donc voilà, c'était un grand chrétien, un homme de devoir. Il m'a élevé, mais il ne voyait pas pourquoi. En plus, il allait devoir m'aimer. Et pourquoi je m'autorisais à l'aimer? Il était extrêmement embarrassé par les attentions comme ça dont je souhaitais l'entourer et dont je l'entourais. Je voulais porter sa serviette, je lui apportais ses chaussons quand il rentrait, je voulais porter des valises trop lourdes pour moi. Tout ça, ça le dérangeait infiniment. Je pense même l'avoir entendu dire un jour à ma mère, l'avoir entendu dire « Mais qu'est-ce qu'il me veut, celui-là ?» Et bon, ben voilà, j'étais son... Il vous a vraiment dit que vous étiez trompé de famille? Ah bien sûr, il ne me l'a pas dit qu'une seule fois. Il me disait souvent, toi, n'oublie pas que tu t'es trompé de famille. Oui, bien sûr, il m'a dit ça. Oui. Il y avait un moment, il en avait ras-le-bol de me voir. À la fin du repas, il disait, bon écoute, vas-y, non, sors. Il m'avait assez vu. Alors quand vous avez eu le Goncourt, pour lui, ça a dû être terrible. Vous avez eu le Goncourt à 35 ans. Ah, ça a été terrible pour lui et ça a été terrible pour moi aussi. Hein. Parce que, oui, quand j'ai eu le prix Goncourt, d'abord, je l'ai eu, ce prix Goncourt, sans jamais m'appuyer sur ses relations, ni même sur son nom d'ailleurs, car il avait l'étiquette de romancier chrétien dans les années 80, et c'était pas la meilleure des étiquettes à cette époque-là pour un écrivain. J'ai rencontré Françoise Verny dans les conditions que je vous ai dites tout à l'heure, et c'est donc de cette façon complètement loufoque que je suis entré dans le monde de l'édition, de l'écriture, et que finalement j'ai obtenu le prix Goncourt. En plus, aux éditions Gallimard, éditeur qui n'avait pas souhaité publier mon père, donc il n'était pas non plus pas très heureux de ça, et il a fallu que je le lui annonce. Et je ne savais pas comment m'y prendre, et vraiment j'aurais donné cher pour ne pas avoir obtenu le Goncourt. Je me suis retrouvé dans l'état du tout petit garçon que j'étais devant la porte de la salle à manger quand ma mère écoutait ses écritures et je ne savais pas quoi lui dire. Donc je lui ai dit, écoute papa, j'ai acheté un poisson rouge. Je ne sais pas quoi dire. Vous étiez au téléphone dans une cabine téléphonique à Paris? J'étais dans la cabine téléphonique la plus pourrie de la capitale, dans un endroit où mystérieusement... les forains dressaient leurs autotamponneuses et où j'allais jouer aux autotamponneuses moi-même, beaucoup plus jeune. Donc c'est de là que je l'ai appelé. Je lui ai dit, papa, j'ai acheté un poisson rouge. Il m'a dit, ne fais pas l'idiot, dis-moi ce que tu vas me dire. Je lui ai dit, mais voilà, bah, écoute, voilà, bah, puisque tu le sais, bah, voilà, j'ai obtenu le prix Goncourt. Mais je lui ai dit ça d'une manière comme si j'étais vexé, et j'étais vexé d'ailleurs. Et il me dit, mais je le sais très bien, je viens de l'apprendre par la femme de ménage. Alors... Oh là là. C'est dur. Attention, mon père est tout sauf un homme méprisant. Mon père était un homme formidable qui pouvait brusquement s'attacher à quelqu'un dans la rue. Il est revenu chez nous avec un gardien de cimetière du cimetière Montparnasse.
camerounais, parce qu'il avait trouvé cet homme formidable, il l'avait fait dîner avec nous. Il s'attachait chez un homme, il s'attachait à son discours, à sa présence, et pas du tout à son image sociale. Mais donc, il n'avait aucun mépris pour une femme de ménage. Mais là, tout de même, il a senti qu'il faisait très fort en me répondant de cette manière-là. Donc, ensuite, je ne l'ai pas vu pendant... Il n'a pas souhaité qu'on se revoie pendant 2 ans. Vous racontez d'ailleurs cette scène, page 531, où vous, après un long tête-à-terre ou verre à verre, dites-vous à la bretonne, mon père m'a dit de but en blanc, s'arrêtant net sur le trottoir, non, je ne suis pas un grand écrivain. Puis il s'est remis à marcher. Sacrée phrase, quand même. Ah non, mais ça, c'est 2 ans plus tard. Oui, 2 ans plus tard, il m'a convoqué. J'étais en mer, sur mon bateau, que je m'étais acheté avec le prix Goncourt. Dès que j'ai de l'argent, je m'achète un bateau. J'étais en mer, je l'ai vendu depuis. J'étais en mer et j'ai eu mon père au téléphone qui m'a dit, voilà, j'ai lu le livre. Alors il faut savoir que le livre, c'était le livre maudit qui avait eu le prix Goncourt. Il n'arrivait même pas à dire le titre. Il ne me disait pas j'ai lu ton roman, ni j'ai lu Les Noces barbares. J'ai lu le livre maudit. Et donc je t'invite à déjeuner demain au Roi du couscous marocain, avenue d'Enfer Rochereau, dans le 14e arrondissement. J'arrive à, je sais plus où, à Toulon. J'arrive à Toulon, je prends l'avion et le lendemain, bien à l'heure, je suis au Roi du couscous marocain, délicieux par parenthèse. Et mon père refuse que je paye avec de l'argent maudit. Il a son chèque plié en 4 dans sa poche poitrine. Et voilà, il me fait savoir que c'est lui, quand il invite à déjeuner, c'est lui qui paye, hein, comme toujours. Parfait. Et il est venu pour me parler de mon livre, et j'en ai qu'une hâte, c'est qu'il me parle de mon bouquin. Pas un mot. Pas un mot. Donc nous repartons dans la capitale, et au pied du Lion de Belfort, la statue, la place d'Enfer Rochereau, il me dit, en s'en allant, j'ai lu le livre, c'est très bien. Et il s'en va, en rajustant son béret. Et ça me fait un peu de peine parce que je constate que mon père commence à se voûter et que ce n'est plus le grand homme qu'il était jusque-là. Quelques jours plus tard, on dîne ensemble et c'est au cours de cet après-dîner, alors que je le raccompagne à la maison, cet après-dîner, qu'il s'arrête brusquement dans la rue et me dit « Non, je ne suis pas un grand écrivain ». Et ça, c'est une phrase assez terrible, parce que j'ai compris finalement que le but d'un écrivain, toute sa vie, c'est d'être aussi grand que les écrivains qu'il admire. Mon père était un fou de Victor Hugo, il voulait probablement être le Victor Hugo de la mer. Tous les écrivains en sont là d'ailleurs, et c'est cette naïveté qui permet à l'auteur de se dépasser et d'aller au bout de lui-même. Et je dois dire que j'ai été bouleversé que mon père prononce cette phrase à côté de moi. Je pense qu'il se parlait à lui-même, pas du tout à moi, qu'il devait être profondément commotionné d'ailleurs par ma présence. Il devait se dire brusquement, mais j'ai été injuste avec lui. En fait, voilà, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il retrouvait en moi le jeune homme qu'il avait été et qui était porté comme ça par des ambitions très belles et tout à fait estimables. Et quand il a dit ça, je sais pas, j'ai eu l'impression que je n'aurais jamais dû entendre cette phrase. En plus, il se trompait. Parce que, alors, franchement, lisez mon père, lisez Un feu s'allume sur la mer, lisez Un recteur de l'île d'Ossat. C'est quelqu'un qui a une aisance dans l'écriture, une puissance d'imagination qui est stupéfiante. Ça ne sous-entendait pas, toi, tu es un grand écrivain? Ça ne sous-entendait rien du tout. Non, on ne sait jamais ce que les choses sous-entendent de toute manière. À une époque, vous lisiez une page d'un roman de votre père avant de vous mettre au travail. Est-ce que c'est toujours le cas? Ah oui, bien sûr. Oui, mon père était le meilleur ami de Julien Gracq, de Pompidou, de Senghor. Enfin, il formait une famille comme ça d'intellectuels extrêmement bons enfants. Il pouvait parler grec et latin, comme ça, mais couramment, hein, au cours des repas, sans du tout pour la ramener. Non, il était vexé de ne pas parler breton. Il avait honte de pas parler. Il faisait semblant de parler breton. Il n'osait pas dire.
Et ça se retrouve dans sa manière d'écrire le français. Il respire la langue française, c'est extraordinaire. Moi, j'ai des manuscrits de mon père, des manuscrits de 300 pages de mon père, il n'y a pas une rature. Donc, il a une écriture parfaitement équilibrée, comme ça. Vous tournez les pages, mais c'est exact. Les moines seraient heureux d'entendre ce que je suis en train de dire au sujet de mon père. C'était un véritable scribe, comme ça, de sa pensée intime et de son imaginaire. Moi, j'ai tendance à raturer tant et plus. C'est un véritable champ de bataille, mes manuscrits. Je ne suis pas le seul, d'ailleurs. Ça ne veut pas dire que c'est moins bien, mais je n'ai pas cette formule immédiate de l'écriture aboutie lorsque j'écris. Donc, quand j'ai un doute sur la façon d'attaquer un paragraphe, sur une transition rapide, j'ouvre un bouquin de mon père n'importe où, et dans ce mouvement extrêmement simple qu'il crée, eh bien, je suis capable de recréer mon propre mouvement pour quelque chose qui n'a rien à voir. Est-ce qu'on pourrait juxtaposer des pages de Henri et vous, et d'y voir quelques ressemblances? Ah, mais je sens que vous avez bien potassé cette interview. Lorsque j'étais petit, je voulais avoir exactement la même écriture que mon père. Donc, j'avais les manuscrits de mon père et je recopiais son écriture. Sauf qu'une écriture, ça ne s'imite pas comme ça. Hein, je voulais avoir la même graphie que lui. Je trouvais ça extrêmement beau. Je n'ai jamais réussi à avoir son écriture. En revanche, si vous placez deux manuscrits, l'un du père, l'autre du fils, côte à côte, à 1 mètre des yeux, vous avez l'impression que c'est écrit par le même homme. Lorsque vous rapprochez les pages à distance de lecture, vous constatez que mon père écrit d'une manière divinement lisible et que moi, j'écris d'une manière diaboliquement illisible. Comme quoi, on n'arrive pas à voler son écriture à son père. Vous nous racontiez tout à l'heure quand même que votre mère était l'auditrice test finalement pour votre père. Elle aurait pu être romancière? Ah, ma mère était ma mère, parce que c'est le dictionnaire amoureux de ma mère aussi, finalement. Ouais. Ma mère était une femme magnifiquement dévouée aux siens. Elle aurait pu être chanteuse, elle avait une voix magnifique. Elle aurait pu être pianiste, elle jouait merveilleusement bien. Et elle créait des petits morceaux, d'ailleurs. Pour moi, j'étais son enfant le plus sentimental. Et comme elle voyait que la musique me faisait pleurer, elle créait comme ça des accords très tendres pour m'émouvoir. On s'enfermait à clé, d'ailleurs, elle et moi, parce que mes frères et sœurs se moquaient de moi quand je fondais en larmes en écoutant ma mère jouer du piano. Donc c'était une femme complètement dévouée aux siens et qui a finalement sacrifié ses talents à sa famille, au talent des siens. Le mot « sacrifier » n'est pas très joli parce que je pense qu'elle s'épanouissait complètement dans elle s'épanouissait dans l'épanouissement des autres. Elle y a renoncé, on va dire. Alors. Je pense qu'elle n'y a même pas pensé. Voilà, ça s'est trouvé comme ça. Elle n'avait plus le temps de jouer du piano, elle n'avait plus le temps de chanter, elle n'avait plus le temps de penser à sa propre carrière d'artiste. Donc elle s'est fondue comme ça dans l'accomplissement des autres. Et je pense qu'elle était extrêmement heureuse de cette manière-là. Ce qui est peut-être très égoïste de ma part, c'est possible. Elle était une très bonne professeure de roman, en tout cas, pour vous. C'était, oui, d'ailleurs, elle avait un art poétique, un art romanesque extrêmement simple. Et je continue d'ailleurs de l'appliquer. Elle me disait, c'est pas difficile pour écrire. Il faut se contenter de s'adresser au sens du lecteur. Ce que tu vois, ce que tu sens, ce que tu touches, etc., ce que tu entends. Quand les 5 sens sont présents de manière naturelle sur la page, tu as réussi. C'est bien pour conclure, ça, j'aime bien cette phrase. Parfait. Comment ? J'aime bien pour conclure cette phrase, c'est parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des questions maintenant de votre part, Yann Kefelec ? N'hésitez pas à poser des questions, moi je suis bavard. Mais... Il y a rarement des questions, mais peut-être ce soir, une ou deux, on ne sait jamais. Pas de questions? Vraiment? Bon.
Peut-être dans les autres salles, mais on ne peut pas vous atteindre. Il y a bien une petite question qui se sommeille parmi vous, c'est pas possible. Forcément. Même si elle est désagréable. Dès que vous dites désagréable, madame a une question. Non, je plaisante. Non. Madame, juste ici, pardon. Merci. Merci, madame. Bonsoir. Bonsoir. Quand vous avez dit désagréable, j'ai pensé une chose qui m'a un peu... Vous avez beaucoup parlé d'un frère aîné, puis d'un seul coup, vous venez de parler de sœurs. Vous n'avez jamais parlé de vos sœurs? Anne Kefelec. Je n'ai jamais parlé de ma sœur, mais je ne demande qu'à parler de ma sœur. Lorsque je parle de ma sœur, je suis intarissable. Donc je vais essayer de ne pas être trop long. Ma sœur, comme ma mère, fut l'une de mes premières lectrices. Et ça, c'est quelque chose qui est resté ancré chez moi, encore aujourd'hui. C'est que le regard d'une femme sur le texte d'un écrivain est toujours supérieur à celui d'un homme. Il y a un bon sens, une justesse d'émotion qui ne triche absolument pas et qui est toujours juste. Donc ma sœur, lorsqu'elle lisait mes poèmes, voyait juste ce que j'avais aimé, ce que je sentais être bon, eh bien, était confirmé par son avis. Et elle voyait bien là où j'avais été, là où j'avais un peu tiré à la ligne, où j'avais mis de la pédale, comme disent les pianistes, hein, où j'en rajoutais dans l'adjectif ou dans la complaisance, comme ma mère d'ailleurs. Et chez les éditeurs, aujourd'hui, si j'arrive chez un nouvel éditeur, je demande toujours le regard d'une femme sur mon manuscrit avant publication. Ça n'est pas important qu'elle soit particulièrement cultivée, ni qu'elle soit éventuellement un grand éditeur. Ça n'a aucune importance. Le simple fait qu'elle aime la lecture lui donne une parole extrêmement intéressante, extrêmement juste sur l'écriture d'un romancier. Alors ma sœur, à part ça, c'est pas simplement un regard sur mon écriture. Ma sœur, elle est devenue une immense pianiste et c'était merveilleux parce que chez nous, on entendait du piano jour et nuit. Soit c'était ma mère qui jouait du piano, soit c'était ma sœur, soit c'était mon père. Moi-même, de temps en temps, je m'y mettais, de manière infiniment grossière comparée à eux. Mon frère aîné jouait très bien du piano également, et les voisins ne nous supportaient pas. Nous habitions au 6e étage. Je prenais systématiquement l'escalier, de peur de me retrouver dans l'ascenseur avec un de mes voisins et de ne pas arriver jusqu'au 6e. Nous recevions toutes sortes de lettres de recommandées et nous avons été expulsés d'un certain nombre d'immeubles parce que nous aimions trop la musique. Je comprends les voisins. Ça doit être insupportable, si vous voulez, l'été, toutes fenêtres ouvertes, lorsque 3 pianos dans la même maison jouent 3 œuvres différentes et qu'en plus une 4e personne se met à chanter. Donc ça doit être spécial, en effet. D'autres questions? On serait ravis de recevoir Anne Kefelec, d'ailleurs, je vous le dis. Hein, on pourrait faire passer le mot. Pas d'autres questions? On va vous remercier d'être venu jusqu'à nous, d'avoir quitté la Bretagne pour nous. Merci beaucoup, Anne Kefelec.